Alors que les élections présidentielles, législatives et locales auront lieu au Gabon en août prochain, des pourparlers politiques en lien avec l'organisation de ce triple scrutin se sont ouverts lundi à Libreville. Ces concertations étaient censées préparer le terrain en vue du triple scrutin, principalement dans le but d'éviter toute forme de crise ainsi que le bilan mortel des élections de 2016, on s'en souvient. Un consensus est-il possible entre les différents acteurs? Peut-on éviter le scénario macabre de 2016? Si oui, comment? C'est à cela que nous allons nous atteler dans quelques instants. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue mesdames et messieurs à cette nouvelle édition du Point sur l'actualité. Vous êtes bien sûr Foyo Média Africa 96.3 FM pour ceux qui nous suivent en radio. Cette même radio qui émet sur le satellite Eutelsat et le même satellite qui vous permet de nous recevoir dans vos domiciles. Facebook et YouTube accompagnent nos internautes et pendant ce temps, bon nombre d'entre vous ont téléchargé l'application Foyo Média Africa sur Play Store et tout cela nous honore. Vous l'avez compris, nous parlons du Gabon ce jour. Et oui, nous parlons du Gabon avec le triple scrutin à venir, c'est au mois d'août. Mais la principale question est axée sur comment éviter le scénario macabre de 2016. On sait que les élections de 2016 avaient vraiment été mortelles. Le pays était à feu et à sang. Et au finish, Ali Bongo a été reconduit à la tête de l'État gabonais. Que vous inspire tout ce qui se passe au Gabon en ce moment? La question vous est également posée. Et pour en parler, nous avons un panel bien choisi à la hauteur de votre demande, chers téléspectateurs de Foyo Média Africa. Eh bien, parmi nous, le panafricaniste par essence et par excellence, Patient Parfendom est avec nous. Bonsoir, Patient Parfendom. Bonsoir, le maestro Mohamed Bachir Adam, le plus grand journaliste du monde. C'est pas moi qui le dis, ce sont vos téléspectateurs qui vous ont plébiscité. Et c'est un honneur pour moi, à chaque fois que je suis sur ce plateau, sur votre maestria, de pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice. Bonsoir à tous nos téléspectateurs, à nos vaillants techniciens, sans oublier des followers, n'est-ce pas, qui sont de plus en plus, qui nous écrivent et qui nous encouragent dans cette nouvelle démarche. Merci pour cette invitation. En tout cas, tout l'honneur, il est pour nous, Nyandom, comme on vous appelle affectueusement. Tout l'honneur, il est pour nous de vous recevoir à chaque fois que l'agenda le permet. Eh bien, de l'autre côté, en duplex, nous avons Privat Ngomo qui est avec nous ce soir. Privat Ngomo, bonsoir. Bonsoir, Bachir. Merci bonsoir, de nous... Parfait. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir invité. Voilà, en tout cas, merci de nous faire l'honneur. Pour la première fois sur Forio Africa. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette tribune. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Privat Ngomo, je vous rassure tout de suite, c'est un panafricaniste convaincu. Eh bien, il est le responsable général du mouvement New Power et par ailleurs président de l'ONG panafricaine dénommée Organisation néo-panafricaniste de souveraineté, en abrégé ONS. Eh bien, Privat Ngomo, merci de nous faire l'honneur. Je voudrais commencer par vous tout de suite. Quelle est votre lecture du climat politique aujourd'hui dans votre pays, le Gabon? Au Gabon, oui. Le climat, il faut le dire, sans embâche, est délétère. Délétère parce que nous avons une page de l'histoire qui a refusé d'être lue par les autorités gabonaises et par une partie de la population de mon pays. Cette page, c'est celle de la crise post-électorale de 2016, où, comme vous le rappeliez, nous avons été au Gabon frappés par un massacre qui n'a jamais été vu au Gabon depuis l'indépendance. Une centaine de Gabonais ont perdu la vie et un pouvoir a été usurpé. Les prisonniers politiques sont aujourd'hui dans les geôles de la prison centrale. Il est difficile de se rassembler, de s'exprimer. Donc nous allons partir à une élection, celle de 2023, avec un passif
moral, politique, économique lourd. Et il faut dire que ce n'est pas réjouissant pour une bonne partie de la population gabonaise qui considère que finalement, si on doit se faire tuer au cours des élections présidentielles, autant qu'il n'en est pas. Donc voilà un peu la situation qui prévaut aujourd'hui dans notre pays, le Gabon. Sans parler naturellement de la précarisation, de la misère et de la pauvreté qui sévissent de plus en plus dans les couches, surtout les plus défavorisées du Gabon. Alors, Privat Ngomon, la page à laquelle vous faites allusion, celle justement de la crise électorale et même post-électorale de 2016, pourquoi, à votre avis, n'a-t-elle pas été lue à la fois par les autorités, comme vous l'avez dit, et aussi par une partie de la population gabonaise? D'abord parce que 2 plaintes ont été déposées à la CPI. Une qui a été déposée par le gouvernement de la République, qui accusait le camp de Jean Ping d'avoir procédé aux exactions, d'avoir brûlé une partie du Parlement gabonais, et une autre plainte qui a été déposée par Jean Ping lui-même, suite au massacre répété dans son quartier général et dans quelques rues de la ville de Libreville et même de Port-Gentil et de Yem. Donc nous avons connu une période traumatisante. Si les enquêtes judiciaires avaient été menées comme les 2 camps le souhaitaient par la CPI, ou même si une enquête nationale avait été réalisée, peut-être nous aurions pu lire les différentes lettres de cette page. Lettres qui auraient été écrites naturellement en encre de sang. Malheureusement, il n'y a eu aucune enquête nationale, il n'y a eu aucune enquête internationale, et il y a eu cette cécité du pouvoir gabonais qui a voulu enjamber cette triste réalité, ce traumatisme que nous avons connu, pour penser que rien ne s'est passé, il n'y a plus rien à voir, allez, avançons et gérons le pays pendant les 7 prochaines années. Le pouvoir a proposé un dialogue qui avait pour ambition d'apaiser le jeu. Malheureusement, les conclusions de ce rapport n'ont rien donné jusqu'à aujourd'hui et la température reste haute, les cœurs restent meurtris et les esprits restent échauffés par rapport à ce qui a été fait. C'est autant d'éléments qui nous disent que cette page n'a pas été lue et il faut bien qu'elle se lise par le peuple gabonais pour que nous puissions avancer de l'avant. Justement, c'est dans ce climat que se préparent les futures échéances. Un triple scrutin, je le rappelais tout à l'heure dans les propos liminaires, présidentiel, législatif et local. Alors, comment est-ce que cela sera possible, Privat Ngomon? Écoutez, cela va être, je vous l'avoue, très difficile. Il ne faut pas vous le cacher. Il faut que les Africains sachent qu'au Gabon, les choses vont aller de manière assez contrastée et même compliquée. Il faut préciser à ceux qui nous écoutent que les prérogatives du ministère de l'Intérieur étaient celles d'organiser les élections dans un climat apaisé. Et ensuite de lire les résultats qui seraient ensuite publiés par la Cour constitutionnelle après qu'il y ait eu un recours, s'il y a un contentieux. C'était cela à la base. Mais l'opposition gabonaise, dans les années 90, avait estimé que le ministère de l'Intérieur ne saurait être à la fois juge et partie. Et ils ont convenu, l'opposition et la majorité, de mettre sur pied la CENAP, qui est la commission électorale autonome et permanente, qui avait pour but justement de récupérer les prérogatives, du moins certaines prérogatives du ministère de l'Intérieur, pour essayer d'être un élément neutre sur lequel on pouvait se fier, de sorte que chacune des parties allait accepter le résultat des urnes. Malheureusement, depuis 30 ans, rien n'a changé. Les résultats sont toujours les mêmes et les candidats Omar Bongo et Ali Bongo ont toujours été élus
devant une contestation populaire qui n'a jamais failli. Finalement, au dialogue d'Angongé, ils ont décidé de faire disparaître la Sénat et de mettre en place le Centre gabonais des élections, dont les missions sont les suivantes. Et je vais, si vous me permettez, rapidement les donner pour que les différents internautes qui nous suivent sachent un peu de quoi il est question. Le Centre gabonais des élections a pour mission de désigner les représentants dans les commissions d'établissement ou de révision de la liste électorale. Il doit aussi fixer le calendrier électoral. C'est de sa prérogative. Le Centre gabonais des élections doit aussi vérifier l'affichage de la liste électorale qui est confectionnée par le ministère de l'Intérieur. Le CGE doit assurer la réception et le traitement des dossiers de candidature présidentielle, législative et locale aux différentes élections. Il doit aussi établir les bulletins de vote. Le CGE assure l'organisation et l'administration des opérations de vote. Il assure le recensement et la centralisation des résultats électoraux. Il fait annoncer les résultats par le ministre de l'Intérieur qui les transmet à la Cour constitutionnelle. Voilà les missions du CGE. Simplement, il y a un problème. C'est que nous venons d'assister à l'élection du nouveau président du Centre gabonais des élections. Or, d'après l'article 12 du Code électoral, il était question de choisir un haut cadre de la nation qui fait preuve d'intégrité et de moralité, accepté par ses concitoyens. Or, le président qui vient d'être élu, Stéphane Michel Bonda, est non seulement un très proche du président Ali Bongo, dont il a été le conseiller, mais également un cadre important du Parti démocratique gabonais aux affaires. Et surtout, il a été un ancien membre du gouvernement. C'est un ex-ministre délégué aux eaux et forêts. Donc, quand on a déjà un président du Centre gabonais des élections qui est partie prenante, qui est forcément du côté de ceux qui l'ont élevé, et quand on connaît la doctrine du système Bongo PDG, qui est celle de dire qu'on n'organise pas une élection pour la perdre, nous craignons malheureusement déjà que ces élections s'organisent très mauvais auspices. Nous sommes quelque peu inquiets, car rien de ce qui vient de se passer au CGE nous indique que nous allons aller vers une élection très crédible et transparente. Voilà un peu l'inquiétude que nous avons aujourd'hui quant à la nouvelle composition du Centre gabonais des élections. Avant peut-être de donner la parole à vos copanélistes, le Gabon, c'est une question, hein, le Gabon compte environ 2,5 millions d'habitants, selon les chiffres que nous avons. Et alors, est-ce qu'on a une idée quand même de personnes inscrites sur les listes électorales? Alors, aux dernières élections de 2016, à laquelle Jean Ping a participé et a gagné haut la main. Je veux préciser que j'étais le président de la commission scrutin dans l'état-major de campagne de M. Jean Ping et j'étais donc au fait de ces questions électorales. Je peux vous dire que nous avions environ 2843 bureaux de vote. Il nous fallait donc avoir le même nombre pour les représentants du candidat Jean Ping. Il y avait sur la liste électorale environ 615 000 inscrits. 615 000 inscrits. Et pour ce qui est de la participation, nous avons enregistré environ 54%. C'est-à-dire un peu plus de 320 000 Gabonais qui sont allés aux urnes. Le reste n'ayant pas voulu se donner la peine d'aller faire la queue et de voter. Donc, nous avons un collège électoral d'environ 620 000 Gabonais. Aux élections législatives qui ont suivi 2 ans plus tard, on nous a annoncé le chiffre de 815 000 électeurs. Nous serions passés en 2 ans de 615 à 800 environ. Alors, une réflexion avant de clore ma réponse à votre question.
Au Gabon, nous restons toujours dubitatifs, voire circonspects quant à la réalité du collège électoral dans sa quantité, car ces listes électorales n'ont jamais fait vraiment l'objet d'un véritable apurement. Nous pensons qu'il y a toujours des doublons ou des triplons, qu'il y a des électeurs fantômes et que le pouvoir se sert généralement de ces listes électorales pour participer ou faire participer un certain nombre de Gabonais à la fraude électorale, ce que nous réprouvons et nous critiquons. Donc voilà un peu les chiffres que je vous donne et qui restent bien entendu à prendre avec beaucoup de pincettes, car un État qui a été habitué à tricher ne nous dit rien quant à sa capacité à donner les vrais chiffres, aussi bien les chiffres des résultats électoraux que même les chiffres du collège électoral. Nous allons doubler de vigilance pour le scrutin, ou du moins les scrutins de 2023. Comment je reviens à vous, le temps bien sûr de prendre la température avec vos co-panélistes et également Patient Parfum d'Homme, vous êtes homme politique et j'aime bien le rappeler à chaque fois que nous parlons d'un sujet, des sujets comme ceux-ci. Le Gabon, c'est un pays qui vous intéresse, vous avez suivi l'actualité politique gabonaise depuis de nombreuses années, depuis le père Omar Bongo, et aujourd'hui nous sommes avec Ali Bongo, le pays se prépare à aller à d'autres scrutins. Alors je rappelle que sous d'autres cieux, on a couvert largement les élections de 2016 et avec tout ce que ça avait comme couac et on en est arrivé au résultat actuel. Patient Parfum d'Homme, avec beaucoup, mais alors beaucoup de recul, quel est votre regard sur l'actualité politique gabonaise et puis ces élections à venir? Je pense que c'est un secret polichinelle pour beaucoup d'entre nous qui suivons l'actualité gabonaise depuis des décennies. Le Gabon est un véritable problème. J'allais même dire un cas de conscience pour tous les Africains que nous sommes. Oui. Le Gabon est une véritable problématique. C'est l'une des expressions les plus achevées de ce qu'on appelle la France-Afrique sur notre continent. Le Gabon, c'est un pays extrêmement riche. On parle des pays riches dans notre continent. Il en fait partie des pays, l'un des pays les plus riches de notre continent. Avec une population qui est largement en deçà de l'espace territorial de ce pays. J'aimerais que vous m'aidiez pour trouver les kilomètres carrés que le Gabon contient. Et deuxièmement, c'est au Gabon qu'on a vu les premières expériences fondamentales du néocolonialisme français sur le continent africain. Le Gabon fait 267 667 km². Voilà, ça veut dire que le Gabon que vous voyez, il est plus grand que la Belgique. Je ne me suis pas arrêté là. Il y a d'autres pays européens dont je n'ai pas de listing dans mes yeux, dans le Gabon. Non, le Luxembourg, c'est tchotchoro, c'est trop petit. Il y a des pays dont on nous bassine les oreilles et vous pensez que c'est important. Le Gabon est plus grand que ces pays-là. Alors, ce qui est curieux dans l'affaire, c'est qu'en dehors du passage du premier président gabonais, le Hamba, qui est arrivé dans les conditions qu'on connaît, c'est-à-dire l'Afrique était encore réellement en réalité sous domination coloniale. Et il a été le premier président mis dans les conditions qu'on connaît, avec ses putéries, on ne va pas revenir là-dessus. Et il a passé le témoin à Omar Bongo pratiquement 600 lit de mort. Omar Bongo, qui était un ancien élève de l'école des cadets de Brazzaville, qui est comme une pépinière de tout ce qui était comme barbouzerie future sur notre continent, pour le savoir, au moins dans la zone Afrique centrale. Alors, Bongo va diriger le Gabon de main de maître, avec le gros scandale que vous avez connu sur le plan économique, qui est la question de la société d'exploitation de pétrole français, ELF. ELF Gabon, qui était l'un des moteurs puissants de la politique de rapine, de pillage, de confiscation, de violence
de l'ensemble des souverainetés économiques, sociales et politiques sur le continent africain, pas seulement au Gabon. Après, on a vu quelque chose d'extraordinaire, le scandale Elf ayant éclaté, le front Prigent, vous vous souvenez, il a fini par faire la prison au Togo, hein. C'est énorme. Mais on a vu pratiquement une grenouille avaler un bœuf. C'est le rapport total Elf. Et tout ça, l'épicentre de tout ce jeu-là, c'est le Gabon. Mais quand on parle de Gabon, il n'y a pas que le pétrole. Il y a aussi le scandale de manganèse, de l'uranium, avec tout un train de déchets radioactifs qui a été balancé dans un lac au Gabon. On n'en parle pas beaucoup. Et les conséquences, donc jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut même pas mesurer totalement. Donc voilà le Gabon. Mais le Gabon, c'est aussi ce pays avec ce Omar Bongo, où un président africain pouvait dire à l'établissement politique français, on ne veut pas de ce ministre. Le ministre de la coopération française, Jean-Pierre Cotte, en a fait les frais du refus de Omar d'accepter que c'est lui qui continue, n'est-ce pas, à être le ministre de cette coopération au niveau de notre continent. Ça veut dire les rapports, à cause de la corruption, à cause de l'argent, à cause du vol, du pillage, mais du fait que l'argent des richesses africaines dans le Gabon est l'une des expressions les plus achevées, participait à entretenir le jeu politique, n'est-ce pas, et la prospérité économique de une certaine oligarchie, n'est-ce pas, en France et même dans toute l'Europe. Donc, Ali arrive au pouvoir dans des conditions que nous savons. Je rappelle qu'il était ministre de la Défense de son père, à la mort de son père. Son père, d'ailleurs, malgré les services rendus à la France lui a refusé un visa d'entrée pour se soigner en France. Il a dû, je pense qu'il est mort en Espagne. Un autre gros scandale dont on ne parle pas beaucoup pour dire aux Africains, ce n'est pas parce que vous êtes des serviteurs zélés de la coloniale que forcément le moment venu, on pensera à vous comme quelqu'un qui a été d'une efficacité redoutable dans le pillage de son continent pour le bien-être des intérêts des autres. Alors, il est ministre de la Défense. Et c'est lui qui prend la décision de je ferme les frontières. Alors que constitutionnellement, Madame, je crois, Rose Rogombe, si mes souvenirs ne me trompent pas, était présidente du Sénat. Donc, sur le plan constitutionnel, c'est elle qui avait le droit de gérer la transition. Premièrement, on va voir comme un éléphant dans une pièce de porcelaine, Omar Bongo, Ali Bongo, ministre de la Défense, prendre cette décision qui était bizarre, mais surtout la famille Bongo qui va confisquer le palais présidentiel. La présidente de la transition va assumer toute cette période hors du palais présidentiel. Ce symbole semble anodin, mais ça explique, n'est-ce pas, les ressorts profonds du drame africain à travers, n'est-ce pas, l'une des victimes de ce drame-là, qu'est le Gabon. Bon, nous savons aussi, c'est un secret polichinelle, qu'entre autres choses, cette dame-là, dans sa relation intime, elle est privée, avait au moins un ou bien plusieurs enfants avec le feu président. Donc voilà, donc, brosser le tableau de ce Gabon-là. Cette élection de 2016 nous a fait voir encore des négreries, excusez-moi l'expression, et des piteries à ne plan fini. Par exemple, tout à l'heure, Privat vient de nous donner le corps électoral qui était quelque chose de 600 000. Oui, 620 pendant la présidentielle et puis 815 000 pendant les législatives. Alors, et autour de 300 000 personnes qui ont réellement participé à l'élection, qui ont voté, qui ont déposé un bulletin dans l'urne. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer que dans certaines régions du Gabon, surtout le Haut-Ogooué, qui a été l'abcès de fixation... C'était un scandale électoral là-bas. On a mis des semaines à compter des voix qui n'atteignaient pas 100 000. Comment vous pouvez expliquer ça? On a mis des semaines pour consolider, comme ils disent techniquement, pour consolider le vote. Alors, vous vous retenez que... Et vous voyez, on a beau dire ce qu'on veut dire, mais les élections se passent souvent ailleurs. Et on voit dans le laps de temps, avec un effectif, ça veut dire, avec un corps électoral encore plus costaud, largement plus costaud que les pauvres 600 000 électeurs potentiels gabonais. Mais là, pratiquement du jour au lendemain, vous avez le retard des élections. C'est ça le drame africain.
Et c'est pour cela que j'ai beau intervenir sur des sujets comme celui-ci. La seule question qui me trotte à l'esprit, c'est que premièrement, quel est le bilan à partir du premier président Gabonais jusqu'à l'actuel? Quel est le bilan à la fois économique, social et politique du Gabon? C'est quoi? En quoi on voit des points de croissance? En quoi on voit des sorties de la pauvreté? On a montré une image vidéo dernièrement au Gabon où les femmes qui sont en couche attendent dans le couloir. Elles n'ont pas de lit d'hôpitaux pour pouvoir donner la vie. Vous ne pouvez pas le comprendre, Bachir. Il y a plein d'éléments comme ça qui vous donnent l'impression vraiment d'être réellement dans le cœur des ténèbres. C'est pire que Gotham City sur le plan humain, le Gabon. Et pourtant, c'est un pays très riche. On nous parle du Qatar, on nous parle des pays comme Singapour. Mais le Gabon, s'il n'avait pas toute cette chaîne-là, de la France-Afrique et de la néocolonie, le Gabon serait largement au-dessus de ces États. Il serait un véritable Eldorado. Donc aujourd'hui, quel est l'élément fondamental sur lequel on peut s'appuyer pour espérer qu'avec la nouvelle consultation qui sera des élections groupées, c'est ça la vérité, que ça va participer à sortir le Gabon de ce trou noir? Quoi? Le bilan c'est quel? Oui, d'accord. On a varié, le Gabon a rejoint le Commonwealth. Le Gabon fait aussi l'anglais, l'une des langues officielles de son pays. Le Gabon a eu des résistances lors des derniers votes qu'on a vus à l'ONU, de voir le Gabon quand même voter. Tout à fait. Pas dans le sens que le voulait la France et les Occidentaux. On ne dit pas non. Mais en dehors de ça, il y a quoi au Gabon? Est-ce que ce n'est pas de bon augure? Je voudrais bien l'espérer. Mais je dis que les signaux sont à peine visibles. Très bien. Le Gabon aurait pu faire autre chose en fonction d'immenses richesses que regorge le Gabon. Et ces richesses ne sont pas que naturelles, elles sont aussi humaines, on n'en parle pas beaucoup. Oui, il y a quand même des panafricanistes comme privates avec nous. Donc je pense, en ce qui me concerne pour ma part, que vous le savez, en 2016, nous étions à côté tirés avec beaucoup de mes amis qui validaient cette grosse escroquerie de cette élection qui s'est passée au Gabon en 2016. J'étais dans le camp qui estimait qu'il y avait eu fleuterie, n'est-ce pas, sur la marchandise qu'on avait vendue aux Africains. Mais, j'aime à le dire, il ne faut pas désespérer de l'homme. Mais pour l'instant, je ne vois pas des signaux qui tendent à me conforter dans l'idée que quelque chose de positif, de nouveau, peut là. Ça va être une énième contestation électorale, excusez-moi le terme, pratiquement pour rien, parce qu'elles ne vont pas nous permettre d'engranger les bénéfices de ce dont nous avons besoin pour créer cette véritable masse critique qui va aider l'Afrique à sortir, n'est-ce pas, des fausses codines de ceux qui l'ont mis là. Ça va être ni le Gabon n'a contesté ni le franc CFA, ni la base Journal de Gaulle, ni Libreville, ni les accords de coopération, n'est-ce pas, de manière profonde, moins encore, n'est-ce pas, d'autres relations d'assujettissement avec de manière fondamentale avec Paris, et c'est ça, moi, à mon sens, qui me pose problème. Très bien, on reviendra sur la lecture panafricaniste, justement, purement de ça. Jonathan Batenguene, bonsoir. Le Gabon nous intéresse. Je rappelle à nos téléspectateurs qui ne le savent peut-être pas, vous êtes sociopolitiste. Tout à fait. Voilà, donc, et je fais exprès de le dire, justement. Alors, Jonathan Batenguene, le Gabon nous intéresse aujourd'hui. Un Gabon, quand même, qui s'apprête à des élections après l'épisode très, très sanglant de 2016. L'épisode sanglant de 2016, comme l'a expliqué très, très clairement mon aîné, mon illustre aîné, patient parfait, le Gabon, c'est le nid de la France-Afrique. Et ce n'est pas moi qui le dis, notre frère panafricaniste Privan Gomor, qui a soutenu le candidat Jean Ping, peut se souvenir de l'interview de Jean Ping à l'Humanité, où il revient sur ce qu'il assume, sa participation à la construction d'une France-Afrique au Gabon. Oui. Alors pourquoi nous posons ces éléments? Parce que le débat gabonais est un débat qui est encore un débat dominé par l'endocoloniat.
Et c'est bien d'avoir la voix de Privat et toute la galaxie panafricaniste qui est en train de se constituer autour de lui, surtout au Gabon, parce que c'est une voix dissonante qui va peut-être changer les choses. Le Gabon, depuis les indépendances, c'était le nid de la France-Afrique. Le président Bongo a institutionnalisé la France-Afrique au Gabon. Et le point de départ, le point culminant de domination de la France-Afrique, c'est la grande loge tropicale du Gabon. La loge tropicale du Gabon. Cette loge regroupe toutes les personnalités. Alors là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Toutes les personnalités du monde des affaires culturelles, politiques, économiques au Gabon. C'est l'un des pays qui est structuré comme un pays anglo-saxon, comme les grands pays, comme les pays anglo-saxons. C'est-à-dire que toutes les personnalités se retrouvent dans cette affaire, qui est une aliénation culturelle, une aliénation même politique et économique, parce que vous faites allégeance à des instances qui ne relèvent pas du continent. Oui. Alors, à partir de là, il a développé un système qui fait que même l'opposition, pour qu'elle s'exprime, il faut que ce soit des acteurs qui sont d'abord eux-mêmes, ils ont d'abord fait allégeance à la junte française, ou du moins aux puissances étrangères. Avec ce modèle, on avait donc un Gabon où les velléités de panafricanisme étaient presque inimaginables. Presque inimaginables. C'était vraiment le milieu cadenassé de la France-Afrique. Et quand je rappelle l'interview de Jean Ping, c'est parce que Jean Ping a suscité une grande adhésion. Mais c'est un peu le modèle qu'a voulu forger la France-Afrique et le président Bongo lui-même. Pourquoi? Quand vous regardez les personnalités proéminentes qui ont toujours challengé le président Bongo sur son territoire, c'est les anciens ministres que lui-même il a fabriqués. Quand vous regardez après sa mort, tous ceux qui ont été les prétendants au pouvoir, c'était André Baobam, qui lui-même était un ancien ministre du président Bongo. Il était lui-même un membre éminent dans tous les milieux de la France-Afrique ésotérique. Et après lui, vous voyez que c'est encore un autre qui a été fabriqué par les mêmes milieux, c'est Jean Ping. Donc, on a toujours eu ce débat entre Ando Colon, qui est en fait un débat de rivaux et pas un débat d'alternative politique. On reste on a ce qu'on appelle les alternances dans la continuité. La continuité de la domination, la continuité de l'assujettissement, la continuité d'un rapport inégalitaire entre la junte française et l'État africain. Alors, le débat était imposé jusqu'à présent. Et aujourd'hui, on a une opportunité. Pas que je compte sur le fait que les sociétés civiles ne participent pas au débat. C'est peut-être une manière de s'exprimer, mais ce n'est pas très pertinent à partir du moment où vous savez que l'ensemble de la société civile est pour la plupart membre elle-même du débat de l'endocolonat. Donc, vous avez des acteurs qui sont les acteurs d'abord d'un même milieu et puis qui ont des petites revendications entre eux, mais ça ne dépasse jamais le niveau de ce milieu. Ça reste dans le milieu. Il y a une sorte de consensus. Et pour nous, on a une lecture que le Gabon aujourd'hui est sur un consensus. Et ce consensus n'a pas été obtenu par des voix soft, c'est pas par des voix douces, c'est pas par le dialogue. Ça a été obtenu par le président Ali Bongo parce qu'il a été très contesté depuis sa première élection. C'est allé jusqu'à même la contestation de sa gabonité, de sa citoyenneté gabonaise. Et là, Pierre Péan, un écrivain de la France-Afrique, a été mis à contribution. Mais là, on avait appris que c'est parce qu'il s'était rapproché des Chinois via son conseiller le plus proche, c'était un Chinois. Donc, la France a manœuvré et puis les Chinois étaient entrés dans le secteur de l'exploration. Il fallait faire pression pour qu'ils lâchent les Chinois et qu'ils reviennent dans sa bonne entente avec la junte française. Donc, le consensus a été obtenu comment? Le consensus a été obtenu par la répression violente de l'opposition et des sociétés civiles qui avaient voulu amplifier le débat de rivalité. Et vous savez que dans les républiques où il y a des rivalités, la junte française actionne les leviers des deux côtés. Du moins, les Occidentaux actionnent les leviers des deux côtés. D'un côté, ils poussent l'un à bousculer l'autre, ça les arrange bien, parce que plus vous vous bagarrez, moins vous vous intéressez aux choses essentielles, et plus eux, ils continuent le pillage. Donc, ils encourageaient d'un côté les opposants du président,
Mais de l'autre côté également, il faisait semblant d'être avec Ali Ben Bongo. Donc on avait un Ali Ben Bongo qui était ballotté entre deux positions d'un même régime, vu que tout était dans l'endocolonat. Et aujourd'hui, avec la violence, la brutalité, la répression, il a réussi à rendre tous ces individus dociles, pour la plupart. Si bien que le boycott qu'on observe, qui aurait dû avoir une portée symbolique forte, s'apparente beaucoup plus à une impuissance, à un sentiment d'impuissance, à la fois des sociétés civiles, mais aussi de tous ceux qui avaient en vue de rentrer encore dans cette bataille de rivalité pour l'alternance. Donc, il y a ça, c'est à ça qu'on en arrive. Et cette position donne lieu donc à une discussion entre tous les acteurs de l'endocolonat qui désormais sont d'accord et ont peur pour leur vie, donc décident de discuter avec le pouvoir. C'est ce que nous appelons une sorte de consensus. Il a docilisé sa classe politique et maintenant il entre dans des pourparlers qui ne laissent plus la place à d'autres rivaux, mais donnent uniquement la parole à tous ceux qui sont d'accord sur les positions du pouvoir. Voilà ce que le président Bongo est en train de faire. L'Union européenne, dans sa posture et dans sa perspective, n'est pas en train de le contrer, n'est pas en train de véritablement le contrarier. L'Union européenne est simplement dans ce qu'on appelle une posture avec les amis gênants. Oui, mais l'UE dit qu'elle n'enverrait pas d'observateurs pour ces élections. Tout à fait. Oui. Ça, c'est un coup marketing de l'Union européenne. Parce que, souvenons-nous encore, il y a peu de temps, en Afrique centrale, le plus grand allié de la junte française et de l'OTAN, c'est le Gabon. Quand vous regardez le vote au Conseil de sécurité contre la Russie, c'est le Gabon qui va voter. Quand vous regardez comment le vote contre le Mali, le vote contre le Mali, le Gabon également va participer. Donc le Gabon a chaque fois montré sa fidélité vis-à-vis de l'UE et c'est quand même un peu amusant de voir l'UE dire aujourd'hui nous sommes soucieux de voir la bonne gouvernance. Vu que il y avait eu quand même une sorte de crise diplomatique entre l'UE et l'État gabonais suite au rapport produit par les observateurs de l'Union européenne à la dernière élection, puisque c'est un rapport qui a quand même reconforté la position de l'opposition. C'est essentiellement un ami gênant. Ce n'est pas, ce rapport pour eux ne compte pas. C'est essentiellement un ami gênant. Parce que le Gabon. Mais c'est sur la base de ce passif que l'UE estime qu'elle n'enverra pas. Ça ne compte pas, Bachir. Pourquoi? Ils ont demandé. Si l'UE considère que le Gabon a posé véritablement un acte qui distord leurs relations, pourquoi l'UE va être la première à aller solliciter l'augmentation de la production pétrolière du Gabon pendant cette période où elle a besoin du pétrole et où elle sélectionne ses sources d'approvisionnement? On a vu quand même cette UE avoir le courage de dire nous ne prenons pas du pétrole russe pour des considérations qu'ils disent être éthiques. Ils ont dit qu'ils ne prennent pas du pétrole russe. Mais pourquoi donc, s'ils sont vraiment dans une logique de moralisation de la vie des affaires entre l'UE et ses partenaires, pourquoi donc, s'ils reprochent au président Bongo d'avoir été mal élu, pourquoi aller lui demander d'augmenter la production? Et lui, il a accepté. Donc c'est une éthique à géométrie variable, si je vous comprends. Vous devez comprendre qu'il s'agit essentiellement d'une posture d'un coup marketing et d'une posture d'un ami gênant. C'est-à-dire que vous avez un ami, mais que vous refusez d'assumer en public. C'est ce que fait l'UE. L'UE ne veut pas assumer le fait que l'un de son meilleurs alliés actuellement, c'est le président Bongo, pour beaucoup de raisons. Parce qu'au sein de l'opinion, le président Bongo est mal vu. Au sein de la classe politique gabonaise, le président Bongo est décrié. Les rivaux politiques du président Bongo se multiplient et nous avons constaté qu'il y a une concentration des rivaux politiques au niveau de la France. Donc beaucoup là-bas sont certainement en train de faire du lobbying. Et puisque leur action de lobbying est certainement en train de monter en puissance et de gagner auprès de certaines personnes, ils décident de faire semblant. Mais c'est un jeu politique. Parce que ces mêmes acteurs n'hésiteront pas demain à revoir le président Bongo dans la mesure où ils ont besoin des ressources du Gabon. Parce qu'ils savent que leur véritable allié, c'est le président Bongo. Donc on a affaire effectivement à l'une des contradictions de l'Occident.
l'Occident qui parfois prend des positions et pourtant est en bonne intelligence avec un dirigeant qui est décrié par son peuple. Privat Ngomo, je reviens à vous justement sur cet axe de notre échange. L'UE qui a décidé de ne pas envoyer ses observateurs suite quand même à ce qu'il y a eu par le passé. En 2016, l'UE avait produit son rapport d'observation qui finalement démontrait qu'il y avait de nombreuses irrégularités, que ce soit pendant la campagne ou au dernier jour du scrutin, et ce qui avait créé une sorte de bruit diplomatique. Alors, quelle est votre lecture? Écoutez, c'est à la demande pressante de la France que le gouvernement gabonais, en juillet 2016, c'est-à-dire un mois après le présidentiel, a signé le protocole qui a permis à la mission d'observation électorale de l'Union européenne de venir au Gabon. Les choses se sont assez mal passées, c'est vrai, entre le Gabon et l'Union européenne, avec l'expulsion de 1 ou 2 représentants qui, semble-t-il, n'étaient pas en odeur de sainteté avec le pouvoir, qui avait mis sur écoute ces différents représentants de l'Union européenne. Et ajouter au rapport de cette mission d'observation électorale qui laissait entendre de façon diplomatique mais de façon relativement claire qu'Ali Bongo n'avait pas été élu, sont autant d'éléments qui ont finalement froissé la relation entre le Gabon et l'Union européenne sur la question des élections. Car l'Union européenne a laissé entendre au monde entier qu'Ali Bongo n'avait pas été élu démocratiquement. Pourtant, cette Union européenne, après avoir donné mandat à la France, ancienne puissance tutélaire, pour ne pas dire nouvelle puissance tutélaire, cette Union européenne a donné à la France de régler le contentieux de la façon la plus politique et la meilleure qui soit. Qu'a suggéré la France d'aller aux élections législatives? En d'autres termes, la France a pris acte que le président de la République était Ali Bongo. Elle a donc accepté la fraude électorale, elle a accepté le hold-up militaro-électoral, elle a accepté le massacre. La France a accepté le massacre et l'Union européenne a suivi le pas. L'Europe, que ce soit la France ou l'Union européenne, reste toujours en proie à des contradictions internes. Elle veut promouvoir des valeurs universelles de vérité, d'égalité, de liberté et de solidarité, de démocratie, de libre expression, de droits de l'homme. Et dans le même temps, elle est confrontée à la ruelle politique qui lui impose de traiter parfois avec des dictateurs africains. Voilà ce que m'inspire cette nouvelle posture de l'Union européenne qui a décidé de ne pas venir pour 2023 participer à la mission électorale. Encore faut-il que l'État gabonais l'y invite, car il ne s'impose pas. C'est à la demande de l'État gabonais. Or, on se doute qu'avec le précédent 2016, Ali Bongo, s'il est candidat, ne va certainement pas vouloir à nouveau signer un protocole qui va remettre en cause la fraude électorale à laquelle il est si souvent habitué. Je voudrais faire une observation, si vous me le permettez, pour tempérer un peu le pessimisme de mon frère, Patience Parfait Dôme, quand il disait qu'il ne voyait pas comment le Gabon, temple de la France-Afrique, siège france-africain, qu'on appelle aussi le Focarlen, c'est pour dire à quel point nous sommes cadenassés, nous sommes contenus dans la réalité france-africaine. Je voudrais mettre une dose d'optimisme en lui disant les choses suivantes. Et je veux qu'il me comprenne, car c'est très important. Depuis 1993 jusqu'en 2016, soit à peu près 5 élections présidentielles, le peuple gabonais, dans sa majorité écrasante, a toujours voté pour l'opposition, pour le candidat qui incarnait à cette époque l'espoir du changement et de l'alternance.
Les chiffres officiels ont toujours laissé entendre que ce sont les Bongo père et fils qui ont gagné. Mais les Gabonais savent que la vérité est ailleurs. Les Gabonais savent qu'en 1993, c'est le leader du Rassemblement national des bûcherons, le père, Paul Mbarbeselo, qui a gagné pour la main cette élection. Les Gabonais savent qu'en 1998, c'est Feu Mamboundou Pierre qui a battu le président sortant Omar Bongo en 1998. Et il a refait en 2005. En 2009, à la suite des élections présidentielles anticipées dues au décès du patriarche Omar Bongo Ondimba, Ali Bongo a perdu cette élection face à André Baobab, qui fut le candidat consensuel de l'opposition. Et enfin, en 2016, événement très récent, c'est Jean Ping qui a gagné avec près de 65% de suffrages. Voyez-vous, depuis 1993, le peuple gabonais reste constant dans sa volonté de changement. Simplement, il y a des blocages qui sont dus à des forces, certes, endogènes, mais aujourd'hui, on le voit, à des forces qui sont aussi exogènes. Et nous pensons au New Power que les forces exogènes sont de loin plus importantes que les forces endogènes. Permettez-moi d'apporter cette précision et ensuite je vous rends l'antenne. Ali Bongo et même son père sont battus à chaque élection. Comme le disait mon frère Jonathan Batengene, la classe politique décrie Ali Bongo. Ali Bongo est décrié par la classe politique. Ali Bongo est vomi par le peuple gabonais qui ne l'a jamais élu. Mais comment se maintient-il au pouvoir? Quelle force a-t-il pour à chaque fois préserver le fauteuil présidentiel contre la volonté populaire? Il y a la force des armes. Il y a la force de la garde républicaine, certes. Et qui arme donc cette garde républicaine? Et qui instruit les militaires de cette garde républicaine? N'est-ce pas la France? Et à quoi sert la base militaire française au Gabon? Voyez-vous, nous commençons à entrer dans la réalité du problème gabonais. Qu'explique cette constance que depuis 1993, le peuple veut le changement et systématiquement, on lui impose le maintien d'une dictature maintenant cinquantenaire? C'est la France officielle et les réseaux, c'est-à-dire l'élite politique française dirigeante, avec son bras armé, la France-Afrique, qui tient notre pays dans cette chape de plomb et qui refuse que les Gabonais puissent se jouir de leur immense richesse. Nous sommes en train de dire à l'Afrique qui nous écoute qu'il y a désormais au Gabon un mouvement panafricaniste, des mouvements panafricanistes, et qui sont de surcroît anti-France-africains. Nous avons compris que pour nous libérer, il ne suffit pas simplement de battre la marionnette dans l'urne. Ça, nous savons le faire depuis 1993. Il nous faut désormais neutraliser le marionnettiste qui, jusqu'à présent, s'est tenu dans l'ombre, dans l'opacité, dans l'obscurité et n'a jamais été inquiété. Pour 2023, nous entendons dire aux Gabonais, car nous avons l'intention, si la pré-campagne présidentielle que nous avons initiée depuis le 10 décembre 2022 convainc les Gabonais, nous avons l'intention de participer à cette élection présidentielle si notre discours neuf et inédit est accepté et convainc les Gabonais. Quel est ce discours? Que nous sommes pendant près de 30 ans attaqués à la marionnette. Nous n'avons vu que la marionnette et à chaque fois, nous lui avons porté des coups. Mais chaque fois que cette marionnette a été abîmée, chaque fois qu'elle est tombée, qu'a fait le marionnettiste dans l'ombre? Il a remplacé la marionnette déchue par une nouvelle marionnette. Nous disons qu'à ce jeu de s'en prendre à la marionnette, nous ne sommes pas loin de continuer encore pendant un siècle, voire 2 siècles.
Il nous faut comprendre que l'origine du problème, c'est le marionnettisme. Il faut donc s'en prendre au marionnettisme. Il faut dire aux Gabonais que c'est la France-Afrique qui nous empêche d'accéder à l'alternative, c'est-à-dire un nouveau paradigme gabonais. Et nous allons mener une campagne qui va clairement faire comprendre à la France que si elle ne change pas sa manière de s'asseoir, si elle ne change pas sa façon de voir le Gabon, voir les Gabonais, si elle refuse de considérer que ce pays a droit à l'autodétermination et à une souveraineté pleine et entière, si la France refuse cela, de s'adapter aux nouvelles contingences africaines et gabonaises, alors elle devra partir. Nous sommes pour le départ de la base militaire française du camp de Gaulle. Nous sommes pour l'abolition du franc CFA, qui nous empêche d'avoir une politique économique que nous pouvons piloter nous-mêmes. Nous sommes pour que la France ne s'ingère plus dans les affaires politiques de notre pays. Voyez-vous? Eh bien, ce discours que nous allons tenir, qui n'est pas celui de l'opposition france-africaine, habituée à courber les chines devant le maître colonial, ce discours peut être entendu des Gabonais. Nous le pensons. Et si les Gabonais pensent que la solution est de ce côté, alors on risque de faire quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait. C'est-à-dire s'en prendre véritablement à celui qui nous empêche de réaliser nos rêves. Très bien. Albert Einstein, prix Nobel de physique que vous connaissez. Je vais terminer là cette phrase. Et surtout, les Gabonais qui nous écoutent comprendront la leçon morale et politique. Albert Einstein, mon cher Bachir, disait que la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si l'opposition gabonaise continue à croire qu'il faut s'en prendre à marionnette, c'est-à-dire Ali Bongo et son système, eh bien, 2023 va ressembler à 2016, à 2009, à 1998, à 1993. Mais si nous attaquons réellement à la racine du mal, c'est-à-dire la France-Afrique, la France officielle des réseaux, alors nous avons les chances de vaincre le signe indien. Voilà, mon frère Bachir, ce que m'inspire la question que tu m'as posée et surtout l'observation que je voulais faire à l'endroit des panafricanistes qui nous écoutent. Merci en tout cas, Privat Ngomon. C'est tout le mal que l'on vous souhaite, d'arriver, pourquoi pas, aux affaires avec ce discours qui est tant aimé par tous les panafricanistes sur le continent africain. Donnons la parole justement à quelques-uns. Ils sont nombreux à nous suivre en ce moment. C'est le principe de l'émission. Puisqu'on a encore une dizaine de minutes, eh bien, donnons la parole à nos téléspectateurs. Et nous commençons par Mohamed de Londres. On va essayer d'être bref pour permettre à un maximum de personnes de s'exprimer. Mohamed, bonsoir. Salam alaikum Bachir. Salam. Bonjour au grand frère Papendom. Bonjour au Rock, à l'infatigable, et Jonathan Batengene. Toujours au combat comme d'habitude. Courage, courage, courage. J'aimerais ajouter 2 points au développement du grand frère Papendom. Et il a dit, malgré tout ce que Omar Bongo a fait, il est allé mourir en Espagne. Et en plus de cela, il faut ajouter qu'il n'a jamais été invité en visite d'État par Chirac, malgré que c'est lui qui soit le parrain, le promoteur, et celui qui a supporté financièrement Jacques Chirac tout au long de sa carrière de maire et de politicien en France. Donc, il n'a jamais été invité aussi en visite d'État. Chirac ne lui a jamais octroyé cet honneur-là. Et le président Bongo, avant sa mort, il se plaignait à Villepin. Il s'est plaint mais plusieurs fois, mais jamais Chirac. Regardez le degré de mépris que Chirac a pour lui. En plus de ça, c'est quelqu'un qui a donné les richesses du Gabon. Le grand frère Parfait dit, avec la richesse du Gabon, le Gabon devait dépasser le Qatar ou bien les pays du Golfe. Je suis entièrement d'accord. Mais grand frère, vous-même, vous savez, ça dépend de votre posture et du projet que vous avez pour le pays.
Quel est le projet des deux prédécesseurs de Ali Bongo pour le Gabon? Il faut voir. C'est des gens qui sont prêts à servir la France. Ils sont prêts à servir la France au doigt et à l'œil. C'est des gens qui n'ont jamais voulu l'indépendance du Gabon. Donc tout ce qui est au Gabon appartient à la France. Donc c'est une politique extravertie. C'est une politique qui est tournée vers la satisfaction de Paris. Donc si Paris est content, si la France est satisfaite, le Gabon, on s'en fout. C'est ça le projet. Et il a passé, le père Bongo, il a passé son temps à avoir ses doigts dans tout ce qui est sale, dans tous les coups bas de l'Afrique. Donc, il n'a aucun projet pour le pays. Maintenant, mon frère qui est en duplex, et j'aime bien son ardeur, j'aime bien sa position. Mais si sa position, c'est de supporter Jean Ping n'est que Alassane Ouattara 2, hein. Alassane Ouattara, il faut exactement voir ce que Alassane Ouattara est en train de faire en Côte d'Ivoire. C'est la même chose, Jean Ping sera au Gabon. Donc, je ne vais pas garder l'antenne longtemps. Donc, il va falloir que vous cherchiez en votre sein un jeune, ou bien prenez vos responsabilités, vous jeunes, et prenez le destin de votre pays en main. Dieu vous supportera. Merci beaucoup. Bonne continuation. For You Media, another view of the world. Cher Mohamed, pour la contribution depuis Londres. On reste au téléphone avec Sidi qui nous appelle du Bénin. Sidi, bonsoir. Bachir Ladan, le meilleur journaliste au monde, je vous dis assalamu alaikum. Bonsoir à la bibliothèque Fassia, ma femme John, et mes respects et considérations à Jonathan Batindere Noumak. Bachir, d'entrée de jeu, permettez-moi de dire aux Gabonais, je ne sais pas de quelle opposition ils parlent d'abord parce que ce que ça soit l'opposition et le gouvernement comme moi, il connaît au Gabon, on appartient à la France. J'aimerais aussi leur ajouter qu'on ne va pas à une élection contre un dictateur. S'ils pensent bien les élections, ils viennent contre Ali Bongo, qui savent que c'est privé. Ali Bongo sera bien président. Donc, que ça soit très bien à tête de tout le monde. Contre un dictateur, Bachir, il faut la résistance. On ne va pas à une élection contre un dictateur. Nous avons, je ne suis pas contre les dictateurs. Nous avons des dictateurs, ils tournent. Comme le patriarche parle bien que moi, je vais même qu'il fasse encore 50 autres années si c'est possible. Mais les dictateurs comme Ali Bongo, on ne va pas aux élections avec les dictateurs. Si c'est ça, le programme, c'est qu'il faut savoir que le Gabon appartient toujours à la France. Bachir Ladan, le Gabon est la propriété privée de la France. Bachir, rappelez-vous, quelqu'un dont le père est capable de nommer 13 ministres dans un gouvernement français. Bachir, c'est pas n'importe qui dans la France. C'est du sérieux. Bachir, c'est un pays où, lorsqu'on lit correctement le prince de Nicolas Machiavel, c'est là même le prince a appliqué. Ils ont fini avec la méchanceté, ça je le fais. Tout est clair. Maintenant, c'est la vie qui sont en train d'appliquer. Parce que le prince doit être méchant, on disait, la ruse ici, c'est quoi? C'est-à-dire, comme ils voient le vent du panafricanisme un peu partout, tout le monde a peur, il faut faire semblant que, bon, il y a des choses qu'on veut que ça change. Créer une nouvelle république est devenue du même au même. Rien ne changera. Si c'est tout bon, encore Ali Bongo, dans ce qu'il a tracé là, c'est qu'il faut qu'il encore au Gabon. Donc, ça veut dire qu'ils doivent organiser une résistance panafricaine. C'est la solution au Gabon, ça. Profiter de ce chaos-là, de cette période-là, et reprendre le pouvoir, pas le panafricanisme. Si ce n'est pas ça, aucune solution n'est possible au Gabon. Parce que le siège même, je dis bien, le siège même de l'Union, de la France-Afrique, de la franc-maçonnerie et de l'Union européenne en Afrique, c'est le Gabon. Donc, personne ne se trompe. Il n'y a aucun préjudice de panafricanisme avec Ali Bongo. Comme les panafricains, on se dit que nous sommes en train de percevoir une folie télévision avec de grandes voix pour libérer leur pays. Mais on ne peut même pas sur Ali Bongo. Donc, merci beaucoup. Je ne veux pas monopoliser la parole.
Que Dieu vous bénisse. Sidi, Assalamu alaikum. merci Sidi du Bénin, merci pour la contribution. Alors Jean Sakponou, il nous appelle des États-Unis d'Amérique. Jean, bonsoir cher ami. Bonjour Bachir, bonjour Patient Parfait, bonjour Joe, Jonathan, bonjour Privat, Ngomo, bonjour aux techniciens, bonjour à tous ceux qui écoutent For You Media. Bachir, le problème du Gabon que vous venez de faire sortir aujourd'hui, vraiment c'est un gros lot que vous venez de faire sortir, hein, et on n'a pas le temps pour ça. Oui, et effectivement, vous parlez de l'UE, l'UE va venir. Qui est l'UE? C'est un pays l'UE? Vous savez que l'UE, la France a apporté tout à l'UE, le franc CFA et tout ça. Donc, pour se derrière, pour qu'on ne dise pas, qu'on ne dise plus que c'est la France. Donc, l'UE, ce qui est l'UE, c'est la France. Et utilise des élections en Afrique, mais on va dépasser quand même ça. Hein. Parce qu'on va pas, notre lutte a dépassé ça. Qu'est-ce qu'on appelle l'UE va venir superviser les élections? Ils ont supervisé les élections où? En Afrique? Ils n'ont qu'à laisser ces bêtises-là. Et ils n'ont qu'à laisser ces infanteries-là. Ils n'ont qu'à laisser ça de côté. Ils viennent ou pas. Nous, aujourd'hui, la lumière sur eux. Hein, Bachir, la lumière sur eux. On s'en fout d'eux. Je dis bien, ils ont des comptes à nous rendre, hein, ces gens-là. Ils ont des comptes à nous rendre. Ils ne savent pas pour le moment. Ils sont en train de jouer. Qu'ils viennent ou pas, c'est ce qu'ils ont fait du Gabon. Gabon, c'est le centre spirituel des loges maçonniques, hein, des sorciers, des buveurs de sang, parce que c'est des gens qui suivent le pétrole et ce qu'on sort, voilà, c'est eux, le matériel c'est pour eux. Donc, vous savez que les Français léchaient les plaies de papa Ali Bongo, vous connaissez cette histoire-là? Ils venaient demander de l'argent, ils léchaient les plaies. Ali Bongo leur disait de lécher ses plaies, pas Ali Bongo, qu'on appelle Bongo, le père Bongo, disait de venir d'abord lécher ses plaies. C'est des sorciers. C'est des sorciers. Et ils ont fait du Gabon leur centre. Ils puisent, ils mangent, ils vivent une vie flamboyante. La population souffre. Vous parlez d'élection. Voilà. Qu'est-ce que la population va gagner de l'élection qui viendra? C'est une des questions en tout cas que l'on se pose. Je vais dire, mon cher Sakponou. Vous me laissez un peu de temps. Oui, pour que je parle à Privat. Privat, si tu as ces idées dont tu parles, que l'armée française doit quitter le Gabon, et c'est comme ça, et tu es avec Jean-Pierre, je pense que tu dois mieux mûrir encore ta position. Parce que c'est des menteurs. Si tu penses que Jean-Pierre va faire tes affaires-là, tu te trompes. Le Gabon rien n'est commencé au Gabon. Nous avons eu une grande lutte à faire au Gabon à la suite. Parce que c'est un domaine très spirituel. Que Dieu bénisse. Nous sommes en guerre. Merci Jean Sakponou. Deux derniers appels. Eh bien, on commence par Ken. Ken du Cameroun. Ken, bonsoir. Bonsoir frère Bachir. Bonsoir tes invités. Permets-moi frère de m'exprimer ce soir sur le cas du frère Nestor Podacé. Nous pensons et nous disons qu'il est inadmissible de s'en prendre injustement aux braves dans un pays. S'il faut toujours s'en prendre injustement aux braves dans un continent comme l'Afrique, qui a besoin d'émancipation et d'essor, alors qui fera émanciper, décoller et renaître cette Afrique. En Afrique, il est important que nous sachions faire la part des choses. Les Africains doivent savoir ce qui est bon pour le rayonnement de l'Afrique. Nous prions comme ça les autorités dirigeantes du Burkina Faso de prendre leurs responsabilités pour demander la libération du frère Nestor Podacé. Je m'arrête ici. Merci. En tout cas, on demande tous la libération de Nestor Podacé. Le dernier appelant, Lamine Diop, depuis Genève en Suisse. Lamine, bonsoir. Bonsoir mon cher Bachir, bonsoir l'ensemble des téléspectateurs et auditeurs de For You, ainsi à votre régie technique. Bonsoir M. Ngomo, M. Batengane, M. Ndom. Écoutez, je restais dans leur sillage en termes de politique gabonaise. Disons que mon cher Bachir, on peut discuter de toutes les modalités du monde sur les stratégies gouvernementales gabonaises.
à éviter le scénario macabre de 2016, mais il n'empêche qu'il y a 2 degrés de lecture à propos de la thématique, selon moi. La première chose, c'est est-ce que la forme et le fond de ces prochaines tenues d'élection seront-ils à la hauteur de l'enjeu politique actuel de la sous-région et de la crise métaphysique de l'État central français, car qui dit Gabon dit entre autres un autre jardin d'Afrique français. Et est-ce que, par exemple, Paris va-t-il manquer de courage et de volonté et d'abnégation impérialiste devant cette prise de conscience panafricaine et patriote qui se répand à vitesse grand V dans son précaré? Je dirais non, mon cher Bachir, il s'agit de cela. Donc oui, Macron ne peut pas se tromper d'essentiel avec ses tenues d'élection au Gabon. Oui, le Quai d'Orsay ne peut pas trébucher sur ce coup-ci à pouvoir imposer et élire sa propre ligne politique. Or, il ne faut pas se raconter d'histoire. L'essentiel en termes de souveraineté panafricaine, patriote pour le Gabon, tout comme les autres États d'Afrique francophone, c'est d'arrimer leur conjoncture économique et leur politique souveraine sur Paris. Donc, mon cher Bachir, ça risque d'être l'organisation électorale la plus conflictuelle qu'on n'aura jamais connue depuis qu'il y a cette crise hégémonique occidentale qui frappe et chamboule tous les plans néocoloniaux des pays occidentaux, dont la France, à propos de l'Afrique non francophone avec ce cas gabonais. Ensuite, c'est depuis la fin des règnes du Père Bongo, certainement 2 Gabons aussi antagonistes que possible, qui continuent à s'opposer politiquement et dogmatiquement. Et puis, on a vu et entendu que Macron a ajusté agressivement sa politique étrangère du Quai d'Orsay envers l'Afrique noire désormais pour contrer la montée du panafricanisme et le replacement géopolitique russe dans le continent. Et par exemple, les Maliens et leurs autorités qui lui répondaient pied à pied avec sang-froid. Alors, disons que mon cher Bachir, personne ne peut imaginer qu'au lendemain de ces tenues d'élection, le système politique gabonais fonctionne comme il le faisait auparavant. Voilà, enfin, mes réserves sur le sujet. Espérons tout de même, par là, il naîtra, si possible, en notre Assimi Goïta au Gabon. Merci, belle fin d'émission. Ciao. Merci à vous également, Lamine Diop. Et pour terminer, c'est Armel depuis la France. On va donner 1 minute à Armel. Armel, bonsoir. Oui, bonsoir Mohamed Bachir Ladan, le plus grand journaliste du monde. Bonsoir à vos invités, le doyen Passion Parfendum. Bonsoir à mon très cher frère que vous avez l'habitude d'appeler Joe. Oui. Et que moi et mes amis, on l'appelle Joe Bat. Voilà. Jonathan Batengene. Vraiment, bon courage à toi, mon frère. Monsieur Bachir Ladan, moi j'interviens juste pour dire que l'élection au Gabon, le résultat est déjà connu. Parce que moi-même, j'ai vécu une scène, mais pas possible, ici à Paris lors de la dernière élection, où il y avait les partisans de Jean Ping qui ont manifesté. On avait franchement vu beaucoup de Gabonais qui étaient présents, qui ont manifesté. À l'époque, l'ambassadeur du Gabon, c'était Monsieur Moussavou. J'ai même pris des photos avec lui parce qu'on était parti à l'ambassade, que sa nièce était la copine à un ami congolais à nous, qui résidait à Lille. Et ils nous ont demandé de ramener des Centrafricains, tous les Africains, les Congolais, les Centrafricains, les Camerounais, de les ramener moyennant de l'argent. Mais c'est quand j'ai vu ça, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Et effectivement, quand on était parti à la manifestation, il n'y avait que des étrangers qui étaient là, soi-disant qui soutenaient, comment il s'appelle, qui soutenaient Ali Ben Bongo. Et vous comprenez que, et il y avait même des journalistes, hein, il y avait un journaliste qui venait nous raconter n'importe quoi sur le plateau, sur un plateau panafricain, par rapport au Mali. J'étais tellement énervé, mes amis et moi, on a commencé à le prendre en partie. Comment il s'appelle? Luc Kemayo. Lui-même, il était là. Il avait pris l'argent même de l'ambassadeur. Vous comprenez? On ne m'a pas dit, j'étais là, j'ai vécu. Là, c'est mon nom. Tapez mon nom sur Facebook. Vous allez voir des photos que j'ai prises avec lui et avec Ali Bongo, l'ambassadeur Moussavou. Si vous voulez même, je pourrais vous envoyer ça en privé. Vous comprenez? Ces gens, c'est pas une élection qui va être organisée. C'est une élection déjà truquée d'avance. Vous comprenez? Et moi, bon, je dirais même par rapport à Jean Ping aussi, mais bon, les Gabonais devaient faire vraiment un choix, mais vraiment radical. C'est-à-dire écarter les vieux comme les Jean Ping, les Ali Bongo. Parce que nous,
il y a un monsieur qui a dit tout à l'heure que Jean-Pierre va faire la même chose que Ouattara. Mais moi, j'ai comme impression, effectivement, j'ai toujours eu ce pressentiment que Jean-Pierre, c'est les mêmes gens comme les Alassane Draman Ouattara. Donc ça, c'est des gens, normalement, on ne devait même pas leur faire confiance. Je demande au peuple gabonais de prendre sa responsabilité, de sortir dans la rue tous les jours et de choisir un jeune. Quitte à choisir même un militaire, il faut le faire. Merci Comme ça, à vous. au moins, on va se libérer. En tout cas, je vous remercie. Bonne soirée à vous. Bonne continuation. Bon travail et surtout bon temps. Merci à vous également. On est arrivé au terme de cette édition. Passion par fin d'homme. Peut-être un dernier mot avant de refermer. Je sais que Privat aurait aimé également dire un mot, mais bon, le temps, on y reviendra certainement, en tout cas, Privat. Oui. Malheureusement, pour mon peuple Privat qui ne pourra pas reprendre la parole, c'était pour lui dire que j'ai écouté vraiment les décisions qui sont les siennes et ce qu'ils vont mettre comme contenu dans leur campagne électorale. Mais je tiens à dire que je ne vois rien qui bouge pour l'instant au Gabon. Et là, je suis d'accord avec ceux qui pensent que c'est déjà joué. Oui. Parce que le pouvoir ne se prend pas le jour des élections ou pendant la campagne électorale. La capacité d'inverser la donne du point de vue de la prise de pouvoir se fait largement avant et la campagne et le jour des élections. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'au niveau du Gabon, on ne voit pas beaucoup la construction de ce qu'on appelle les contre-pouvoirs. Le pouvoir actuel a pris le temps de briser, j'allais dire, de broyer complètement tous les contre-pouvoirs. Où sont les syndicats au Gabon? Où sont les ONG citoyennes au Gabon? C'est eux qui devaient porter, par exemple, ces combats et contre la base militaire française et contre le franc CFA, sur lesquels devaient s'arrimer, effectivement, de nouveaux entrepreneurs politiques comme Privat Ngoma. D'abord, je tiens à dire qu'il a été des directeurs de la campagne, comme l'a bien expliqué de Jean-Pierre, mais cela ne signifie pas que cette fois-ci, pour Jean-Pierre, pour ceux qui l'ont écouté, il a l'impression qu'il veut se lancer avec un nouveau programme qu'il a bien. Mais je dis, il faut vous organiser. Le point faible de l'Afrique en général, l'Afrique francophone en général, mais surtout de l'Afrique francophone dans le golfe de Guinée que j'appelle le cœur des ténèbres, c'est notre manque d'organisation. Si on n'est pas organisé, on ne peut pas gagner. Les autres, contrairement à ce qu'on peut penser, ils ont déjà des racines bien enfuies dans le sol. Ils ont une structure, une mécanique de pouvoir qui est bien huilée. Il va être difficile de les balayer, d'autant plus que, comme on vient de nous expliquer notre téléspectateur à l'étranger, ils ont l'armée. Donc comment vous allez faire? Donc il faut travailler sur ces segments. Arrêter le contre-pouvoir que nous ne travaillons pas assez pour être capable d'inverser la courbe ou la tendance pour qu'il y ait une harmonie entre le soulèvement populaire et le fait qu'ils puissent être accompagnés par des contre-pouvoirs qui vont rendre possible la création de ce nouveau paradigme. Vous permettez une seconde quand même pour moi, je ne peux pas sortir cette émission sans saluer l'une de mes idoles. Il s'agit de Pierre Akindengue. J'espère qu'il va très bien. Quand je pense au Gabon et je pense à Pierre Akindengue, j'ai presque les larmes aux yeux. Beaucoup de jeunes ne savent pas. De temps en temps, il faut jouer la musique de Pierre Akindengue. C'est l'un des précurseurs du point de vue de la culture, de l'idée du panafricanisme. Merci beaucoup. Merci à vous également. Privat, rassurez-vous, on reviendra sur ce sujet et sur bien d'autres en ce qui concerne le Gabon. Et pourquoi pas votre future candidature, puisque vous avez déjà touché le cœur des panafricanistes. On verra jusqu'où on va y aller. Merci en tout cas, Joe. Merci à vous également. Et à tous nos téléspectateurs, ils étaient très nombreux ce soir encore à nous suivre sur cette belle chaîne qui est For You Media Africa. Bonne suite des programmes sur nos antennes.